Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct dans cette édition du 31 mai 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant pour le point stratégique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour décortiquer l'actualité macro, micro, politique, géopolitique, monétaire et nous expliquer quel est son impact sur l'évolution des indices, des principaux indices mondiaux dans une semaine qui, c'est la semaine Galliègue, qui s'étend du jeudi au jeudi. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, Eric, est-ce que vous pouvez nous rappeler le bilan de la semaine ? On est toujours dans une phase de consolidation depuis finalement la deuxième quinzaine de mars, depuis fin mars, on se trouve dans une situation donc, de plateau sur les marchés, de consolidation, puisque on navigue entre 7009 et 8002 sur le CAC 40, et donc on a perdu 1,5% cette semaine en France, sur le CAC 40, 1,5% aux États-Unis, c'est un peu moins marqué aux États-Unis, et l'euro est relativement stable, il a gagné 0,2%, on peut parler de stabilité depuis quelques temps déjà pour le change entre l'Europe et les États-Unis. Et les États-Unis, Europe, Eric, votre première actualité, c'est une actualité monétaire, puisque vous mettez en avant la hausse, une surprise de l'inflation en Allemagne. Tout ceci, en fait, véritable casse-tête. C'est un véritable casse-tête pour la BCE, qui, je le rappelle, se réunit la semaine prochaine, le 6 juin, qui, comme tout le monde s'y attend, devrait annoncer son pivot. Ceci étant, l'inflation repart en Allemagne, le taux de chômage baisse. Du coup, pas à force des choses, c'est un véritable casse-tête pour les gouverneurs de la Banque centrale. Comment est-ce que vous traduisez-vous cette hausse surprise de l'inflation harmonisée en Allemagne ? Je pense que pour l'instant, je relève les faits, c'est important. Donc on a quand même une hausse de l'inflation allemande à 2,8, on le voit bien sur le graphique, il y a un rebond. On a remarqué la même chose en Espagne notamment, puisque c'est le troisième mois de reprise de l'inflation espagnole. Donc ceci nous dit simplement, factuellement, que l'inflation, elle ne va pas en ligne droite jusque 2%, elle résiste, entre guillemets. Bon, il y a différentes raisons pour ça, on peut y passer du temps, mais globalement, l'interprétation, c'est que c'est effectivement plus compliqué pour la BCE, ça crée un risque, c'est pour ça qu'on met -1 sur notre analyse du risque, et l'interprétation de cette nouvelle, et pour le reste, la BCE, elle fera ce qu'elle voudra le 6 juin, mais effectivement, cette nouvelle-là est plutôt inquiétante. Alors je pense que pour ce qui concerne la BCE, il y aura une baisse de taux, puis qu'après, elle va passer son tour les séances suivantes. Puis elle peut les baisser à la marge, ces taux, elle n'est pas obligée de baisser directement de 50 points de base, elle peut les baisser de 25. Juste sur ce sujet, je rappelle que ce matin, vous parlez donc de l'inflation harmonisée en Allemagne aux normes européennes pour pouvoir faire des comparaisons avec les autres pays du groupe. La France, elle, a également publié son évolution d'indice des prix harmonisé et il est ressorti en légère hausse par rapport au mois dernier. Donc voilà, tout ça, ça renforce le questionnement, les difficultés auxquelles vont faire face les gouverneurs de la BCE. Eric, on va continuer avec l'actualité que vous avez sélectionnée, et c'est ce dont on parlait juste avant de rentrer dans ce direct-là. C'est probablement l'information la plus importante de la semaine. C'est la résurgence des démons des subprimes. Oui, alors en l'occurrence, c'est pas un subprime, c'est un CMBS, donc c'est de la titrisation. C'est de la titrisation de crédit hypothécaire commercial et d'immobilier d'entreprise. Donc c'est une perte sur une titrisation AAA. Donc on revient sur ce sujet donc des fameux AAA, c'est-à-dire que les agences de notation utilisent le même lettrage pour des titrisations que pour les risques souverains, que pour les notes souveraines, ce qui est un petit peu gênant. On l'avait dit à l'époque en disant mais ça a pu attirer des investisseurs qui se sont dit AAA, c'est la sécurité absolue. Et en fait, on se retrouve avec un AAA qui a fait perdre 24% à ses détenteurs, ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, simplement, c'est un CMBS monoactif. C'est immobilier commercial, c'est pas un fourre-tout de créances. C'est pas un portefeuille de 50, 200 ou 3000 crédits hypothécaires comme on l'avait fait avec les subprimes, en les notant AAA. Donc aujourd'hui, simplement, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que l'immobilier commercial américain est en vraie crise. Donc là, c'est l'exemple d'un immeuble à Manhattan,
on n'est pas dans le nord-ouest américain, dans des trous paumés. On est vraiment à New York et c'est quelque chose qui est inquiétant. Voilà, donc ça montre bien que le risque immobilier fait bien partie des risques majeurs du scénario de marché. On a tendance à l'oublier parce que les investisseurs ont clairement mis leurs lunettes roses et ne regardent pas ça. Mais c'est vrai que pour nous, faut le dire, c'est notre rôle, même si personne n'écoute, entre guillemets, personne ne porte attention à ça, mais il y a quand même donc une titrisation qui a fait défaut sur des notations AA-, A-, etc. On a perdu 100%. Donc, voilà, nous on le rappelle, ça nous montre que l'immobilier est quand même toujours aujourd'hui en risque, a fortiori. L'immobilier commercial. L'immobilier commercial, mais bon, l'immobilier en général dans le monde, et a fortiori si les banques centrales ne baissent pas leur taux aussi vite qu'on l'imagine. Mais écoutez, on va suivre ça avec attention. Éric Galliègue, lanceur d'alerte désormais sur TV Finance. Mais effectivement, il y a un vrai risque à l'endroit de l'évolution du secteur de l'immobilier commercial aux États-Unis. On se pose la question, avec par ricochet évidemment le secteur bancaire. Le secteur bancaire aux États-Unis, a priori, selon les macroéconomistes qui répondent à nos questions, eh bien, il n'y a pas de risque de propagation au marché européen. On va poursuivre avec cette info microéconomique qui est tombée hier, qui a fait vaciller le Nasdaq. Et eh bien, c'est la publication de Salesforce qui est largement en dessous des anticipations du consensus. Alors oui, c'est pas la première fois qu'une entreprise publie des résultats et alerte sur le futur. C'est toujours le même sujet. On s'inquiète plus du futur que du présent. Mais voilà, la morale de l'histoire ici, outre la baisse de 20% à l'ouverture de Salesforce, qui est quand même important, c'est une boîte qui vaut 200 milliards, c'est pas n'importe quoi, c'est de dire que finalement l'IA, c'est pas uniquement toujours dans le même sens, c'est pas toujours positif. L'IA, c'est effectivement une révolution, c'est des gains de productivité, c'est aussi un choc pour beaucoup d'acteurs de l'informatique qui vont devoir s'adapter. Et donc, pour les clients aussi, c'est dire, finalement, est-ce que ce produit-là intègre de l'IA ? Je vais attendre la prochaine génération qui va intégrer l'IA, et ça crée des problèmes de croissance, tout simplement. Donc voilà, c'est juste la morale de cette histoire, en quelque sorte, c'est de dire, l'IA, c'est pas que du positif, ça peut créer, pour certaines entreprises, comme toute switch des technologies, des problèmes d'adaptation des forces de vente, d'adaptation des produits eux-mêmes, voire du côté de la demande, de retard dans les prises de commande, parce qu'effectivement, le client attend une nouvelle version ou se pose des questions. Ok, très clair, mais effectivement, l'IA n'est pas bénéfique pour toutes les entreprises qui sont positionnées sur ce secteur. Il faut pouvoir bien négocier ce virage. Il y a une actu que vous avez identifiée parmi de nombreux autres qui concernent les nombreuses annonces de rapprochement d'intérêts stratégiques tout autour du globe. C'est assez dingue aujourd'hui, l'actualité M&A. Vous avez choisi, vous, de sélectionner celle de ConocoPhillips qui rachète Marathon Oil. Oui, parce que le secteur pétrolier américain a été l'objet de nombreuses opérations donc de croissance externe. Dans le secteur des ressources naturelles, ça devient la seule façon de croître. C'est-à-dire que c'est très très compliqué d'ouvrir, d'investir d'une façon organique en créant des nouveaux sites d'extraction pour les activités minières, idem pour les activités pétrolières. En raison effectivement des contraintes environnementales qui sont quand même de plus en plus importantes. Donc effectivement, la seule façon de croître, c'est de racheter les concurrents. Donc voilà, on a ici Marathon Oil, une entreprise de taille importante qui se fait racheter par ConocoPhillips, elle-même fusion de deux entreprises, donc il y a très longtemps. Et puis il y a d'autres nombreuses opérations qui ont été annoncées. Donc ça montre que il y a effectivement de la croissance externe, et ça c'est bon pour le scénario de marché. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été annoncées. Neoen, on en a beaucoup parlé hier. Il y en a d'autres aussi qui se déclarent. Donc on a vraiment une activité de fusion-acquisition qui est toujours très favorable pour le secteur. D'autres opérations qui tombent à l'eau. On a vu que BHP avait retiré son offre sur Anglo-American. BHP a retiré son offre sur Anglo-American, mais c'est vrai que là ça devenait... ils n'arrivaient pas à trouver d'accord. Ça c'est sûr, c'est la troisième. D'accord, et puis ça faisait dans le domaine du cuivre une position vraiment dominante, pas monopolistique, mais très dominante, donc ça devenait effectivement compliqué, donc ils ont préféré renoncer effectivement. Ok, très clair, merci Eric. Je vous remercie beaucoup d'avoir pour la sélection de vos actus avec En Point Nord. Je vous rappelle, c'est quand même extrêmement important, les premières pertes sur une titrisation notée AAA
aux États-Unis. Résultat, par la force des choses, votre synthèse est évidemment négative. Elle est négative, donc effectivement, -2, 3 points négatifs, l'inflation qui augmente en Allemagne, des pertes sur une titrisation AAA et un petit souci sur Salesforce. Donc tout ceci fait -3 et un élément plus favorable, donc l'activité de M&A qui reste très importante et favorable donc, aux entreprises. Donc -2 cette semaine, ce qui porte donc notre suivi du risque à des niveaux toujours relativement faibles. Hein, donc globalement, malgré ce -2... Pas encore. Comme en analyse technique, vous n'avez pas atteint un seuil, je dirais, voilà, un seuil absolu, un seuil qui... On qualifie le risque comme étant en fait la moyenne, enfin la somme glissante sur plusieurs mois de cette notation. Hein, donc aujourd'hui, on reste toujours dans un niveau de risque relativement faible. Ce qui justifie ce niveau de risque relativement faible, c'est la psychologie des investisseurs. Qui reste optimiste par la force des choses. C'est ça vraiment la clé dans notre dispositif, dans notre méthodologie. C'est très important de considérer qu'effectivement, les investisseurs, ils restent très très optimistes quoi qu'il arrive. On le voit encore à la réaction sur le triple A, enfin sur ce défaut d'un CMBS triple A aux États-Unis. Les investisseurs restent extrêmement optimistes. Donc pour nous, c'est très très important dans cette mesure du risque général. Le risque en dehors de ce paramètre-là, il est quand même compliqué. On a des taux à 10 ans français qui sont à 3,15%, on est à 4,65 aux États-Unis. Les taux continuent de progresser, ce qui est normal. Les taux réels deviennent positifs, sont devenus positifs, c'est très 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 nouveau. Le taux réel, c'est ajusté des niveaux d'inflation au corps. D'ailleurs, quand on retire, quand on retranche du niveau absolu des taux de marché le CPI, on va dire, eh bien, on se retrouve avec quelque chose qui est positif. Qui est positif. CPI Core, je précise. Hein, c'est important de... Voilà, parce que sinon, il y a toujours des gens qui vont dire... Oui. Donc ça, c'est pour cela donc, que globalement, le niveau de risque, indépendamment, si on devait retirer la partie psychologie des investisseurs... Elle est présente. Ça reste compliqué. Un risque un peu endémique, d'une certaine façon. Mais globalement, donc, on reste à l'achat parce que... les prix sont les prix sont justes, du coup, par la force des choses. Non, là, je parle de la dynamique des prix. La dynamique des prix. En fait, les prix sont justes par rapport à l'évaluation. Ouais. L'évaluation aujourd'hui des actions est trop généreuse. Ça fait partie des risques financiers. D'autres disent le contraire. Quand même. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation de surévaluation. Il suffit de regarder. On peut regarder un PER. Je veux dire, près de 22 sur le S&P. On sait très bien qu'on est à 16, 17 depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a un problème de surévaluation des actions. Il n'est pas majeur, mais il y a un problème. C'est plutôt cher. Globalement, c'est plutôt cher. Et donc, ceci fait partie de l'analyse des risques, mais la dynamique des prix, qui est aussi importante, finalement, que la mesure du risque. L'ensemble de cette mesure des risques, la dynamique des prix reste positive. Elle est un petit peu réduite, effectivement, mais elle est positive. On est toujours dans une tendance de fond qui est haussière. Et à partir de là, donc, nous, on reste investis parce que on a cette combinaison plutôt favorable d'un marché qui veut toujours y croire. Et c'est vrai que la pondération de la dynamique de prix dans le total de notre jugement est quand même significative parce que on voit bien que le marché elle est probablement plus importante, cette pondération est plus importante que votre modélisation du risque, des risques par la force des choses. On est dans une phase de consolidation, c'est normal, c'est même saisonnier, c'est tout à fait classique. Il n'y a rien de méchant à perdre 5%. Bien sûr. Mais on se posera les questions si on revenait sur certains niveaux. Bon, les analystes techniques... On parle des 7906, c'est pas très... Non, mais là, c'est l'épaisseur du trait. Donc je parle plutôt de 7005 ou des choses comme ça. Ok, très clair. Bah écoutez, Eric, merci beaucoup, Eric Galliègue, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour décrypter l'actualité macro, micro, géopolitique, monétaire et nous expliquer son impact sur l'évolution des indices actions. Merci beaucoup, Eric, à la semaine prochaine. Merci. On marque une dernière courte page de publicité, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 30 mai. À tout de suite sur TF Finance.